Le vol American Eagle en provenance de Dallas se dirigeait vers Denver depuis exactement 37 minutes lorsque le premier opérateur se plaça. Rangée 6, siège C. La femme qui y dormait portait une vieille casquette élimée, ses tempes grisonnantes dissimulées sous la visière. Sa respiration demeurait régulière, calme, même dans le sommeil. Elle avait choisi la place côté couloir par habitude, un réflexe né d'une vie où chaque seconde pour atteindre une sortie comptait. Avant de continuer, partagez en commentaire votre localisation, laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner pour la suite. Les SEALs le savaient. Ils savaient tout d'elle. Le lieutenant-commandeur Ryan Walker s'immobilisa dans l'allée, la main suspendue à mi-chemin de son oreillette, les yeux fixés sur un détail accroché à sa veste. Une minuscule épingle, discrète mais lourde de sens. Les passagers, eux, ne voyaient rien. Ni les 4 hommes qui convergeaient vers la rangée 6, ni leurs signes silencieux, ni la manière méthodique dont ils verrouillaient chaque issue de secours. Mais Walker savait qu'elle avait tout perçu. Même endormie, Evelyn Valkyrie Carter ne laissait rien lui échapper. L'insigne parlait de lui-même, un corbeau d'argent serrant des éclairs dans ses serres, poli par des années de gestes machinalement répétés. Dans toute l'histoire de l'aviation militaire américaine, seules 12 personnes avaient eu le droit de le porter. La gorge de Walker se noua. Le briefing avait bien mentionné la présence d'une ancienne pilote à bord, quelqu'un susceptible de prêter main forte si la cargaison classée « top secret » posait problème. Mais personne n'avait précisé qu'il s'agissait d'elle. Les paupières de Carter s'ouvrirent lentement. Son regard se fixa aussitôt sur la poitrine de Walker, là où l'arme dissimulée sous ses vêtements formait un léger renflement. Elle ne bougea pas, ne changea même pas son rythme respiratoire. « Peu importe ce que vous cachez dans la soute », murmura-t-elle, sa voix à peine teintée d'un accent étranger, 40 ans après son arrivée aux États-Unis. « Vous avez 6 minutes avant que tout le monde ici ne soit en danger. » Un frisson glacé remonta la colonne de Walker. Le générateur d'impulsion électromagnétique qu'il transportait en secret ne devait pas s'activer avant 2 heures. Comment pourrait-il dérégler le trim de l'appareil ? Faux, coupa Carter en se redressant enfin. Ses mains burinées, marquées par de vieilles brûlures, détachèrent son harnais d'un geste précis. Son regard balaya la cabine, imperceptiblement, tous les 90 secondes. Votre joujou interfère avec le système fly-by-wire. Elle se leva, frêle silhouette d'à peine 1,63 m, ce qui força Walker à reculer. Je parie qu'aucun de vous n'a la moindre qualification pour piloter un 737-800 EA. Les SEAL Pastules échangèrent un regard lourd de sous-entendu. Ce scénario n'existait pas dans leurs consignes. Carter les dépassa sans un mot, boitant légèrement, une vieille blessure dont ils ignoraient tout, et prit la direction du cockpit. « Ma'am, vous ne pouvez pas… » tenta Walker. Elle pivota brusquement. Sa voix claqua, tranchante. « Bon sang, Walker, c'est Valkyrie. Donne-lui tout ce qu'elle demande. » L'atmosphère changea instantanément. Ces hommes, aguerris par les pires terrains de guerre, se redressèrent comme si le sol venait de basculer sous leurs pieds. La déférence vibrait dans la voix de leur chef, et ça, c'était nouveau. Walker lui tendit son oreillette. Une voix familière grésilla. « Carter, le général Nathan Caldwell. Ça faisait longtemps. Qu'est-ce que tu fiches sur ce vol ? Je vais voir ma petite fille à Denver. » Eh bien, tu tombes à pic. Walker, dégage le passage. Votre joujou est instable et menace la soute. Je veux un accès immédiat au cockpit et un visuel sur la charge. Exécution. Un silence incrédule s'abattit. Puis Caldwell reprit, tranchant. À partir de maintenant, vous êtes sous les ordres du colonel Carter. Walker regarda ses vêtements civils comme pour confirmer ce qu'il voyait. En retraite ? Risqua-t-il. En retraite, rectifia Carter. La voix égale, même si son port venait de se transformer. Une autorité brutale, presque palpable, s'imposa dans l'espace confiné. Elle frappa la porte du cockpit en suivant un rythme précis. 3-2-4. Protocole du Federal Air Marshal. Le verrou céda aussitôt. Les 2 pilotes se retournèrent, interloqués par la petite troupe qui venait d'entrer. « Messieurs, nous avons un problème majeur, » déclara Evelyn Carter, d'une voix posée, celle de quelqu'un qui a déjà annoncé bien pire dans des conditions infiniment pires. « Je vais vous demander de commencer immédiatement une descente rapide, taux maximal, mais sans affoler les passagers. »
Sans attendre de réponse, elle s'avança vers la console centrale, ses yeux glissant sur les instruments avec la précision d'une vieille habitude. Votre horizon artificiel montre déjà des micro-oscillations. Vous les voyez ? Capitaine Mitchell Harris, 25 ans d'expérience commerciale, se pencha. Je pensais à des turbulences. Aucune turbulence à cette altitude, par ce temps, répliqua Carter sèchement en affichant le radar météo. Ciel dégagé sur 300 miles. Ce scintillement, c'est une interférence électromagnétique. Elle pivota vers Ryan Walker. Quelle taille, ce dispositif ? Classifié. Il marqua une pause, puis lâcha. À peu près la taille d'une mallette. 20 kilos. Source d'énergie basée sur un générateur thermoélectrique radioisotopique. Le visage de Carter se durcit. Vous avez embarqué du matériel nucléaire sur un vol commercial ? Il devait rester inactif pendant le transport, protesta Walker. Et l'isolation a lâché parce que personne n'a pensé aux interactions avec l'altimètre radar, compléta-t-elle sans pitié. Ça crée une résonance en cascade. Et la chaleur du RTG accélère le processus. Elle se tourna de nouveau vers les pilotes. Dans 90 secondes, votre système fly-by-wire va commencer à vous donner des indications fausses. Vous devez basculer en manuel tout de suite pendant que vos instruments sont encore fiables. Harris hésita. Madame, sans vouloir manquer de respect, qui êtes-vous ? Carter ôta sa vieille casquette, révélant une chevelure argentée tirée en chignon serré et une cicatrice qui barrait sa tempe gauche jusqu'à l'oreille. Éclat d'obus. Une histoire dont personne ne parle, lâcha-t-elle simplement. Quelqu'un qui a déjà posé un avion dans des conditions bien pires que celles qui s'annoncent. Elle planta son regard dans celui de Walker. J'ai besoin de 2 de vos hommes dans la soute. Il faut déplacer le dispositif jusqu'à la cloison arrière, le plus loin possible de la baie avionique. Walker acquiesça d'un signe bref et fit passer les ordres. 2 SEALs s'éclipsèrent sans bruit. Capitaine Harris, enchaîna Carter, vous avez servi dans la Navy, n'est-ce pas ? Des F-18, ça vous parle encore ? Pas depuis 15 ans, admit-il. Eh bien, ça revient vite. Elle désigna l'horizon artificiel, dont les vibrations devenaient visibles à l'œil nu. Quand ça plantera, vous aurez 30 secondes de désorientation avant que votre oreille interne reprenne le dessus. Faites confiance à votre corps, pas aux instruments. Sans lever la voix, elle sortit son téléphone et lança une appli. Je transfère les coordonnées GPS sur votre navigation de secours. Il y a une base militaire à 40 miles au nord. Piste assez longue, ils nous attendront. Comment ? Commença Walker. Je les ai appelés pendant que vous hésitiez à me faire confiance, répliqua-t-elle froidement. Des vieux amis. Ils dégagent le couloir aérien en ce moment même. Le téléphone vibra dans sa main. Vos gars viennent de déplacer le paquet, mais il chauffe. 10 minutes de répit, pas plus. À cet instant, l'appareil eut une secousse légère, assez pour que les passagers croient à un trou d'air, mais Carter reconnut la première phase d'un effondrement système. Sur l'écran principal, les chiffres clignotèrent, s'emballèrent, puis revinrent brièvement à la normale. « Maintenant, capitaine, dit-elle calmement, descente à 1000 pieds par minute, et dites aux passagers qu'on évite une cellule orageuse. » Harris enclencha la commande manuelle. Ses mains restèrent crispées sur le manche malgré la sueur qui perlait à son front. À côté, le copilote débitait son message au micro, voix professionnelle, mensonge parfaitement huilé. Carter surveillait les écrans. Sa pensée calculait des variables à la vitesse fulgurante qui l'avait maintenu en vie 20 ans dans les airs. Walker, votre joujou, prototype ou série ? Prototype. Concepteur ? Classifié ? Elle se retourna vers Ryan Walker et planta dans ses yeux un regard qui, jadis, avait suffi à faire plier des officiers têtus. Quelqu'un qui ignore tout de la propagation électromagnétique en milieu pressurisé a conçu ce truc. Ce ne serait pas Stratagem Dynamics par hasard ? Le sursaut dans le regard de Walker fut plus éloquent qu'une confession, je le savais. Ils ont dû décrocher ce contrat où j'avais servi comme consultante en 2009, reprit-elle, le ton tranchant. Les mêmes erreurs de calcul sur les résonances. Sans plus d'attention pour lui, elle se pencha sur les écrans. Capitaine, réduisez la vitesse à 220 nœuds. On doit amortir les vibrations. L'altimètre indiquait qu'il venait de franchir 28 000 pieds. Dehors, le ciel limpide d'un matin calme ne laissait rien paraître de la crise qui se jouait. Les passagers lisaient
ou somnolaient, inconscients que leur destin se décidait dans ces quelques mètres carrés. Dans l'oreillette de Walker, un crépitement. Il utilisait son casque secondaire depuis qu'il avait donné le principal à Carter. Température critique, pression en hausse, annonça une voix dans le bruit blanc. Carter entendit aussi. Son ouïe restait fine malgré des décennies d'exposition au rugissement des réacteurs. Rupture thermique, leur système de refroidissement lâche, traduisit-elle calmement. Elle ferma les yeux. Dans son esprit, le schéma de l'avion se matérialisa. Champ électromagnétique, flux, interférences, une partition qu'elle lisait, comme d'autres lisent une portée musicale. Dites-leur d'envelopper la mallette dans les couvertures de survie, celles en millard, qu'ils fabriquent une cage de Faraday de fortune. Ça ne résoudra rien, mais ça peut nous gratter quelques minutes. Elle rouvrit les paupières. Mitchell Harris la fixait, les traits tendus. C'est vous, celle qui a sauvé le vol 447 au-dessus de l'Atlantique. Un éclat d'ironie passa dans ses yeux. Classifié, répondit-elle du tac au tac. Mon frère était à bord. Elle inclina la tête, unique aveu silencieux. Cette mission-là lui avait coûté sa carrière sur le papier. Officiellement, elle n'y avait jamais mis les pieds. Mais les familles qu'elle avait tirées de l'abîme savaient. Et soudain, Harris reprit son manche avec une énergie différente. Non plus seulement le réflexe d'un professionnel, mais une cause personnelle. Un soubresaut secoua l'appareil, plus violent cette fois. Les voyants d'alarme s'illuminèrent en cascade, rouge sang, comme une pluie de signaux désespérés. Pression hydraulique en chute, panne électrique multiple, énuméra le copilote. L'horizon artificiel s'affola, tourbillonna, puis s'éteignit dans un dernier spasme. Passagers, gardez vos ceintures attachées, lança la voix du copilote dans l'interphone, égale malgré le chaos. Nous rencontrons une légère difficulté technique. Carter ricana, un son sec, coupant. Légère, elle extirpa de sa veste un vieux carnet écorné, son ultime rempart contre l'agonie numérique. Capitaine, votre altimètre mécanique est encore fiable. Indiquez-moi. 21 500 pieds. Son crayon griffonna en rafale. Calcul mental, équation jetée comme des balles. 11 minutes avant le seuil à la descente actuelle. Trop long. Dans l'oreillette, une voix claqua tendue. Nous avons les véhicules d'urgence en place. Hazmat complet, Caldwell. Tu peux les ramener ? J'ai jamais laissé quelqu'un derrière moi. Nathan, jamais. Mais t'étais pas censé être à la retraite. La retraite, c'est pour les gens qui s'ennuient, lâcha-t-elle, le regard rivé au cadran, tandis que l'aiguille hydraulique piquait vers zéro. Capitaine, vous allez perdre la servo-assistance. Le manche va peser 1 tonne, mais les câbles répondent encore. Vous avez la main. Les phalanges de Harris blanchirent sur le volant, lorsque la machine révéla soudain tout son poids. Chaque correction devint un combat d'haltérophiles. Le copilote se joignit à l'effort. 2 hommes contre un monstre d'acier. Bien, encouragea Carter d'une voix calme comme une lame. Souvenez-vous, elle veut voler. Vous ne faites que la ramener à la maison. Elle jeta un coup d'œil à sa montre. Walker, le colis ? Stabilisé, mais la pression monte. Les couvertures tiennent, mais... Une décharge statique déchira l'air, coupant net la conversation. Les lumières clignotèrent, puis s'éteignirent d'un seul coup. La cabine s'illumina d'un halo ambré, sinistre, émanant des lampes de secours. Des cris éclatèrent à l'arrière, aussitôt étouffés par des hôtesses rompues aux procédures de crise. Impulsion EMP, lâcha Evelyn Carter sans réelle nécessité. Décharge partielle. Toute l'électronique principale est morte. Elle sortit de sa poche un objet incongru à l'ère numérique. Une boussole magnétique qu'elle traînait depuis 40 ans. Cap au 270. La base est sur 285. 15 degrés à droite. Aux commandes, capitaine Harris et son copilote luttaient contre des commandes inertes. Sans ordinateur pour corriger les défauts, chaque imperfection dans le trim se changeait en bras de fer avec la physique. L'avion penchait déjà à gauche, victime d'une dissymétrie de portance. « Colonel, on descend trop vite », haleta le copilote, 3800 pieds à minute. Carter se glissa entre eux, minuscule silhouette qui imposait sa loi par la seule force de sa voix. « Déployez les aérofreins à 60%. Ça va freiner la descente mais augmenter la traînée, donc pousser les gaz pour tenir la vitesse. » Elle surveilla les mains de Harris, sa prise crispée sur le manche. « Voilà. Sentez l'avion ? Elle vous parle. » Par les vitres du cockpit, le sol apparaissait désormais. Des étendues brunes,
déchirée de nuages, et, loin devant, une ligne improbable, une piste, bordée de véhicules d'urgence, scintillante sous les gyrophares. 12 miles, calcula Carter instantanément. Altitude 15 000, trop haut. Plein aérofrein. On doit perdre de l'altitude sans emballer la vitesse. Elle lança un regard vers Ryan Walker, apparu dans l'encadrement. Le colis ? Stable pour l'instant. La cage de fortune tient, mais la chaleur... On sera au sol dans 3 minutes, trancha-t-elle, parce qu'on va se poser dans 2. Harris secoua la tête, trempée de sueur. C'est impossible. Il nous faut au moins... La voix de Carter coupa son objection comme une lame. Capitaine Harris, j'ai posé un F-16 sur un porte-avions en plein typhon. J'ai posé un C-130 sur une piste en terre en Afghanistan, sous le feu ennemi. Elle désigna la bande de béton qui grandissait à vue d'œil. Ça, c'est du luxe. Train sorti à 8000, plein volet à 5000. Le train est hydraulique, objecta le copilote. Sans courant ? Ouverture manuelle. Elle avait déjà tiré la trappe et saisi les poignées qu'elle arracha l'une après l'autre. Un fracas métallique secoua la cabine. Le train s'écrasa en position avec un grondement sourd, déclenchant une vague de hurlements à l'arrière. 7000, annonça Harris, la voix étrangement calme. Volet, ordonna Carter. Le copilote s'exécuta, muscles tendus, tandis que l'avion vibrait sous l'effort. Laissez les surfaces de contrôle se caler, lentement. Laissez-la trouver son équilibre. Tout au long de la manœuvre, Walker observait, pétrifié, incapable de détacher son regard de cette femme de 63 ans qui, par la seule force de son sang-froid et de son expérience, tenait en échec la mort elle-même. 5000. Vitesse, 2,40 nœuds. Trop vite. Ça ira, souffla Carter sans détourner les yeux. On a encore de la piste. Walker. Dites à vos hommes de sangler le colis. À l'impact, il va vouloir voyager. Le sol défilait désormais comme une lame d'acier. Les formes floues devinrent de plongeons des hangars, des véhicules, des silhouettes en uniforme. La piste surgit devant eux, large comme une promesse de salut. 1000 pieds, bande d'atterrissage en vue, annonça le copilote, la voix tremblante. La 737 heurta le béton avec un choc qui fit vibrer la cabine jusqu'aux os. Une manœuvre qui aurait valu l'échec à n'importe quel examen, mais le train tint bon. La structure encaissa. Harris et son copilote écrasèrent sous les freins à la seule force de leurs jambes. Le manche vibrait sous leurs mains, tandis que la machine hurlait sur la piste. « Inverseur !» ordonna Carter. Le copilote tira sur les leviers manuels. Les réacteurs rougirent, crachèrent un souffle de fureur, protestant contre la brutalité des ordres. 100 tonnes d'acier et d'âme glissèrent, chaque mètre arraché au destin par des muscles et de la sueur. Le bout de piste approchait, le brouillard masquant à peine la zone de sécurité. Ils s'arrêtèrent à 300 pieds de la fin. Un silence de mort s'abattit. Puis, soudain, des acclamations éclatèrent à l'arrière. Le vacarme monta jusqu'au cockpit blindé. Harris s'effondra dans son siège, secoué d'un rire nerveux. « Pas mal, capitaine », lança Carter implacable. « Un peu dur sur l'arrondi, mais la prochaine fois, vous ferez mieux. »« Prochaine fois ?» répéta-t-il, entre un rire et un sanglot. Un grésillement déchira l'oreillette de Walker. « Urgence ! Le colis devient instable. Tout le monde dehors. » Carter avait déjà saisi l'interphone. « Mesdames et messieurs, ceci est une évacuation d'urgence. Laissez tout derrière vous et dirigez-vous vers les toboggans immédiatement. » Elle se tourna vers Harris. « Déployez toutes les rampes. Je veux tout le monde à 500 mètres du zinc. » Alors commença la chorégraphie du chaos. Les hôtesses, anges du confort quelques minutes plus tôt, devinrent des officiers de survie. Les passagers glissaient le long des toboggans, happés par des militaires en tenue NBC. Carter, elle, resta plantée à la porte cockpit, comptant, notant chaque visage, s'assurant qu'aucune ombre ne manquait. « C'est tout !» cria Walker. « Sauf vos gars, encore dans la soute. »« Je m'en charge !» lança-t-elle déjà en mouvement. Elle disparut par la trappe technique. « Colonel, non !» hurla Walker, dévalant derrière elle. La soute était un four. La chaleur vibrait dans l'air. La mallette, emballée de couvertures métalliques, semblait inoffensive. Mensonge cruel. 2 cils montèrent la garde, visage fermé, conscient de ce que rester signifiait. « Dehors !» aboya Carter. « Maintenant !» Mais le colis. Il sera critique dans 30 secondes, à moins que quelqu'un recalcule l'isolation à la main. Elle avait déjà dégainé son multitool, le métal brûlant sous ses doigts.
Et pour ça, il faut comprendre la résonance. Colonel, tenta Walker. Emmenez vos hommes et dégagez, lâcha-t-elle, froide comme la lame d'un scalpel. Elle fit sauter la plaque d'accès. À l'intérieur, un chaos incandescent. Circuits crépitants, arcs électriques, l'air déformé par un halo de champs électromagnétiques. Voilà le cœur du problème, souffla-t-elle, déjà en train de sectionner, dériver, recalculer mentalement. Walker hésita, l'instinct hurlant contre le respect. Combien de temps ? 40 secondes pour stabiliser, 1 minute de plus pour sécuriser. Elle ne leva pas les yeux, ses mains dansaient malgré la douleur cuisante qui lui rongeait la peau. Vous avez 20 secondes pour sortir du rayon létal. Les cils échangèrent un regard. Puis, l'entraînement reprit le dessus. Ils obéirent. Walker fut le dernier à franchir la trappe, partagé entre devoir et une étrange certitude. Cette femme ne comptait pas mourir. Pas aujourd'hui. Walker fut le dernier à franchir l'échelle. Il s'immobilisa une fraction de seconde, croisa son regard. « Dites à ma petite fille que je l'aime », souffla Evelyn Carter, la voix d'une pierre. « Maintenant, partez !» Il obéit. Seule dans la soute brûlante, elle travailla avec la précision d'un chirurgien et la vitesse d'une pilote de chasse en mission. Le dispositif, un chef-d'œuvre de destruction, conçu par quelqu'un qui ne comprenait pas les forces qu'il manipulait. À présent, elle voyait l'erreur. La fréquence harmonique prête à disloquer le champ électromagnétique et à libérer assez d'énergie pour raser l'avion et tout ce qui vivait dans un rayon de 400 mètres. Ses doigts, rougis par la chaleur, couraient sur les circuits. Elle dérivait des flux, improvisait des chemins de dissipation, arrachait à la machine quelques secondes de grâce. La chaleur devenait insoutenable. Sa vision ondulait, brouillée par la sueur. La cicatrice à sa tempe pulsa, souvenir d'un autre enfer où on lui avait dit que c'était impossible. Les champs atteignirent leur pic. L'air vibrait, se déformait autour du cœur incandescent. Un battement. Elle crut avoir échoué, que 40 ans d'instinct venaient de la trahir. Puis, la résonance céda. La fréquence plongea, le flux se calma, dompté par ses corrections. Elle bascula en arrière, haletante, les mains carbonisées et tremblantes. Le monstre, maintenant, ne faisait plus qu'un léger bourdonnement. Enfermé. Maîtrisé. Par le hublot de la soute, elle aperçut les gyrophares des véhicules de secours encerclant la carlingue. Des silhouettes en combinaison NBC approchaient, prudentes. 5 minutes plus tard, Walker la trouva assise contre la paroi, toujours face à la mallette. Ses mains brûlées reposèrent sur ses genoux. « Les secours arrivent », dit-il doucement. « C'est stable », répondit-elle d'une voix rauque. « Et dites à Stratagem Dynamics que leurs calculs sont faux. L'équation 17 Sgwot a besoin d'un facteur correctif pour les environnements pressurisés. » Il la hissa sur ses jambes. Elle boitait davantage qu'avant. Son regard accrocha l'insigne sur sa veste, le corbeau d'argent. « Projet Iron Raven », murmura-t-il. « Je croyais que c'était une légende. »« Beaucoup de légendes le sont, jusqu'à preuve du contraire, » souffla-t-elle. Quand ils émergèrent de l'avion, une haie d'uniformes les attendait, raide comme à la parade. Quelqu'un avait parlé. Qui elle était ? Ce qu'elle venait de faire, même les équipes NBC s'arrêtèrent, reconnaissant quelque chose qui dépassait les galons et les protocoles. Près de la cellule de commandement, général Nathan Caldwell les observait. Son visage buriné portait un mélange de soulagement et de gravité. Ils avaient servi ensemble, quand ils étaient jeunes et assez fous pour se croire immortels. Aujourd'hui, blanchis et marqués, ils savaient ce que survivre voulait dire. « Eh bien », lâcha-t-il simplement. On posa une couverture sur les épaules de Carter. Elle frémit quand la laine toucha ses mains à vif. « Tes gars ont fait du bon boulot », ajouta Caldwell. Walker ouvrit la bouche, prêt à protester qu'il n'avait rien fait. Un regard du général le fit taire. « Débrief dans 1 heure. Emmenez-la d'abord chez les Toubibs. »« Je vais bien, » répliqua Carter automatique. « C'est un ordre, colonel. » Elle eut un sourire mince. Ce ton-là, elle l'avait donné 100 fois. Et, malgré la douleur, un éclat d'orgueil traversa ses yeux. « Quelqu'un doit t'empêcher de mourir pour le bien commun, » grogna Caldwell, mi-voix, tandis qu'on la guidait vers l'ambulance. Walker resta près d'elle, même quand les infirmiers commencèrent à bander ses mains. Enfin, il posa la question qui le rongeait depuis qu'il avait vu l'insigne. Pourquoi Valkyrie Carter a-t-elle choisi le silence toutes ces années ? Il crut qu'elle ne répondrait pas. Puis,
Les yeux baissés sur ses doigts enrobés de gaz, elle parla. Mon premier engagement. Bosnie 1999. Mon ailier a pris un SAM. Je suis resté 6 heures derrière les lignes, seul, pour finir sa mission et la mienne. Le commandement m'a cru morte, jusqu'à ce que je ramène l'avion, la moitié du carburant et 37 trous dans la carlingue. Elle le fixa. Les pilotes bosniaques qui ont survécu m'ont appelé Valkyrie, pas parce que j'apportais la mort, mais parce que je revenais toujours, peu importe les circonstances. Elle marqua une pause, sa voix égale, sans pathos. Et mon ailier, lieutenant Daniel Carter, c'était mon mari. Depuis ce jour-là, je vole seul. Walker encaisse. Il comprend enfin le poids qu'elle traîne, pourquoi elle ne laisse jamais personne derrière. Votre petite fille, hostile, elle saura ce que vous avez fait aujourd'hui ? Elle saura que je suis venu la voir, répond Carter. C'est suffisant. Qu'elle continue de croire que mamie a passé le vol à lire un bouquin en râlant sur les cacahuètes. Un tumulte dehors attire leur attention. Par les vitres de l'ambulance, ils voient des passagers interrogés par les équipes de sécurité. Les bribes de voix volent dans le vent. Atterrissage d'urgence, les pilotes nous ont sauvés. Pas un mot sur la petite femme qui, dans l'ombre, leur avait offert la vie. C'est mieux ainsi, murmure Carter en surprenant le regard de Walker. Harris et son copilote ont volé. Ils méritement le méritent. Ils ont fait ce qu'il fallait. Elle plie ses doigts, bandés, teste leur obéissance. Même réflexe qu'avant. Toujours prête. La porte s'ouvre. Caldwell entre, une tablette à la main. Stratagème Dynamics hurle pour son prototype. Ils veulent bien voir comment une passagère a pu saboter leur projet secret. Dites-leur d'embaucher de vrais physiciens, rétorque Carter, glacial, ou au moins des gens qui pigent la résonance. Il esquisse un sourire. Je leur ai dit que vous alliez superviser la refonte. Je suis à la retraite. Ça, c'était il y a 1 heure. Son visage s'adoucit. On n'a plus besoin que vous voliez, Evie. On a besoin que vous voyiez ce que les autres ne voient pas. Ces schémas qui tuent quand on les ignore. Carter reste silencieuse. Elle pense à son appartement à Dallas, à son jardin, à la paix qu'elle avait cru mériter. Puis elle pense aux 237 passagers qui respirent encore parce qu'elle était là, au bon moment, avec le bon savoir. Temps partiel, finit-elle par dire, uniquement du conseil, et je veux Walker dans mon équipe. Il sursaute. Ma'am, vous avez écouté. Et, quand ça comptait, vous avez mis votre ego de côté. C'est rare. Elle se tourne vers Caldwell. Il a de bons instincts. Il faut juste lui apprendre à regarder au-delà de l'évidence. Caldwell hoche la tête. D'accord. Un bureau à Peterson, assez près pour voir votre petite fille, assez loin de d'ici pour éviter la politique, et l'appareil est sécurisé. Vos modifs ont tenu. Les techniciens parlent d'un miracle. Ce n'est pas un miracle, corrige Carter. C'est de la physique, comprendre les forces, comment elles dansent entre elles, comme voler. On ne combat pas l'air, on s'allie avec lui. Elle se redresse, un peu plus stable malgré la douleur engourdie par la morphine. Par la fenêtre, elle aperçoit le 737 figé sur la piste. Les toboggans gonflables pendent encore, langue jaune flétrie par le vent. Dans quelques heures, les enquêteurs grouilleront, avides de comprendre comment une arme secrète a failli pulvériser un vol commercial. Mais, pour l'instant, tout est calme. Juste un avion militaire de plus, et un secret qui restera dans l'ombre. « Je dois passer un coup de fil, » dit-elle. « Ma petite fille m'attend pour dîner. » Caldwell lui tend son téléphone. Walker ose une dernière question. « Qu'est-ce que vous allez lui dire ? » ?»« Que mon vol a eu du retard, » répond Carter. « Que j'arriverai un peu plus tard, mais avec son dessert préféré. » Elle marqua une pause avant de composer. La vérité, mais pas toute. Sa petite fille décrocha à la 3e sonnerie, la voix pétillante d'enthousiasme. Elle voulait lui montrer son projet de science, quelque chose en rapport avec les champs électromagnétiques. Ironie mordante, Carter écouta, fit des MMMH et des « Oh, génial !» jouant la grand-mère attentive. Sa voix ne trahissait rien, ni les brûlures sous les bandages, ni la crise qu'elle venait de dompter. Quand elle raccrocha, Walker la fixait avec une admiration qui frôlait la vénération. « Comment vous faites ? Comment on compartimente ça ? » ?»« L'entraînement, » répondit-elle simplement. « 40 ans. » Elle soutint son regard, puis ajouta « Chaque mission a une fin, commandant. L'art consiste à savoir quand lâcher et quand tenir. »
Celle-ci, je la garde juste assez longtemps pour être certaine que Stratagem Dynamics n'aura plus jamais l'occasion de tuer par incompétence. Son visage se durcit légèrement, puis un souffle d'ironie. Et après ça, je la lâche, et je vais dîner avec ma petite fille. Dehors, le soleil de l'après-midi dissipait les lambeaux de brume matinale. Autour d'eux, la frénésie contrôlée de l'urgence cédait la place à la routine. Les enquêteurs arrivaient. Preuves collectées. Dépositions enregistrées. Les passagers, hagards mais saufs, embarquèrent dans des bus pour un hôtel voisin. Déjà, leur téléphone vibrait. Tu ne devineras jamais ce qui nous est arrivé. Sans savoir à quel point ils avaient frôlé l'anéantissement. Le capitaine Harris réapparut, uniforme trempé de sueur. Il s'arrêta en la voyant. Quelque chose passa entre eux, sans besoin de mots. « Merci », dit-il seulement. « C'est vous qui avez posé cet avion », répliqua-t-elle. « On sait tous les deux que ce n'est pas vrai. » Il sortit de sa poche une paire d'ailes en plastique, celles que les pilotes offrent aux enfants curieux. Mon frère en donnait à ses gamins avec l'histoire d'un ange qui a sauvé son vol au-dessus de l'Atlantique. Maintenant, j'ai la mienne. Il déposa les ailes dans sa main bandée. Et j'ai une histoire à raconter. Quand il partit, Walker se surprit à la regarder autrement. La grand-mère discrète montée en rang 6 n'existait plus. À sa place, une légende, gravée dans ses cicatrices, silencieuse, mais indélébile. L'insigne, dit-il, désignant le corbeau argenté. Combien d'opérations ? Classifiées ? Lâcha-t-elle par réflexe. Puis, plus douce, les vraies victoires sont celles dont personne n'entend jamais parler. Un bip secoua la tablette de Caldwell. Il lut le message, son visage s'assombrit. Stratagem exige un débrief complet. Ils prétendent que l'appareil a fonctionné comme prévu, que tout vient d'une erreur humaine. Carter éclata d'un rire bref, tranchant, sans joie. Erreur humaine ? Bien sûr. Elle se leva, s'appuyant au chambranle de l'ambulance. Nathan, fixe la réunion. Je veux leurs specs, leurs données de test et les signatures qui ont validé ce cauchemar. Tu n'es pas obligé... 237 vies, le coupa-t-elle, plus l'équipage, plus chaque personne qui aurait été vaporisée dans le rayon de souffle. Tu crois que j'ai le choix ? Ses yeux d'acier brillèrent. Walker vit la métamorphose. La grand-mère s'effaça complètement. Il ne restait que l'officier, la Valkyrie, la légende qu'on croyait morte, revenue ce matin-là. 1 heure plus tard, la salle de conférence vibrait d'une tension acide. Gerald Hoffman, PDG de Stratagem Dynamics, trônait face à Carter, encadré par une meute d'avocats comme des chiens de garde. Tout en lui respirait ce qu'elle détestait, costume hors de prix, arrogance calculée, et elle, assise bien droite, les mains brûlées cachées sous la gaze, le regard qui pouvait clouer un général au sol.